Bonjour tout le monde. S'il n'y a pas de problème, je vais rester ici parce que c'est une table ronde, alors d'avoir la possibilité d'échanger tous ensemble, hein. Nous, ceux qui avons organisé cet événement, nous avons considéré que ce serait important d'intégrer cette séance parce que souvent, c'est un thème, une thématique sur laquelle on n'explore pas les possibilités, le potentiel existant. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Et pour cette raison, quand un étudiant va à l'étranger, a deux défis importants. Trois. D'abord, le niveau académique. Voir si il est au niveau de pouvoir répondre aux exigences académiques de son université, de l'investissement que son université fait sur lui et de répondre aux exigences académiques de l'université d'accueil. Le deuxième élément, c'est évidemment le défi linguistique. Je veux dire, s'il est capable au niveau s'il a la possibilité au niveau de la langue, que quand il soit au pays étranger, la langue ne soit pas un problème, mais au contraire que ce soit un outil qu'il commande pour pouvoir, de façon plus convenable, conformer les exigences académiques de l'autre pays. Et numéro 3, disons, le changement culturel. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, quand on va à une université étrangère, ce n'est pas que seulement qu'on change de langue. Changer de langue n'est pas seulement un changement du système linguistique. Quand vous changez de langue, ce que vous changez en réalité, c'est la vision sur la réalité. Et c'est pourquoi qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire d'une langue à une autre, parce que la réalité dont on parle n'existe que dans ce contexte. Et là, nous avons un problème, et c'est le suivant. Comment est-ce que nous pouvons établir des politiques d'internationalisation si nous ne travaillons pas au préalable avec la formation à l'université d'origine? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous devons penser de façon conjointe à un dispositif de préparation permettant aux étudiants à partir de leur université de se former là et d'arriver à l'université dans de bonnes conditions. Cette préparation, pour moi, a deux exigences clés. La première, évidemment, l'importance de gérer la langue. Ça, c'est une condition absolument nécessaire. Cependant, ce n'est pas une condition suffisante. Pourquoi? Permettez-moi de vous donner l'exemple français. Quand un étudiant étranger arrive en France, ce n'est pas que quand il arrive, il fait face à la question de la langue. Prenons un exemple simple. Un étudiant qui parle la langue parfaitement bien, pas de problème de grammaire, pas de problème d'orthographe, pas de problème d'expression. Elle arrive à l'université, première évaluation, et il a un examen de 4 heures. Le thème, c'est un exemple, sciences politiques par exemple. Est-ce qu'on peut considérer que l'autorité est toujours naturelle? Et il a 4 heures avec une seule question. L'étudiant ne comprend pas et commence à chercher s'il ne lui manque pas des feuilles, des pages dans l'examen, s'il n'y a pas d'autres questions. Et le problème, c'est qu'il commence à penser, mais pourquoi est-ce qu'il nous faut 4 heures pour répondre à cette question? Quelle est la difficulté? Cette différence méthodologique, personne ne l'explique à l'université d'origine. Et quand l'étudiant arrive à l'université de destination, le professeur universitaire dit, moi, je n'ai pas à expliquer la méthodologie. La personne doit venir avec cette connaissance. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un étudiant qui parle la langue, mais qui est perdu. Et qui passe des semaines et des mois, se connaît la tête sur parce qu'il étudie, et il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Comme un exemple, cette question. L'étudiant arrive là, il ne comprend pas pourquoi il a besoin de 4 heures. 30 minutes après, il dit j'ai fini. Et donc, comme il a une crainte, sa réaction naturelle, c'est moi je veux dire tout ce que je sais de cette question. Donc, imaginons,
Et je donne le cas en français. Imaginons que sur ce sujet, l'étudiant commence à dire tout ce qu'il sait sur ce sujet. À la fin, le professeur va lui mettre 8 sur 20 comme moyenne. Et il va lui mettre, il va lui mettre comme résultat de l'évaluation, vous avez beaucoup de connaissances, mais vous n'avez aucune réflexion. Donc, il va voir le prof, et il dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de réflexion? Il va dire, parce qu'il vous manque une problématique. Une problème quoi? Et il ne comprend pas la différence méthodologique entre ce qu'il est habitué à faire dans son pays et ce qu'on lui demande au pays de destination. Et je dis le cas de français parce que c'est emblématique. Une des différences, des grandes différences des systèmes de transmission de connaissances français et le système de transmission de connaissances dans d'autres pays, et je prends l'exemple d'Amérique latine, c'est qu'en Amérique latine, nous sommes dans une logique, disons, de communication de l'information et connaissance. Être capable de restituer la connaissance que l'université lui offre. En France, ceci est tout à fait interdit. En France, on ne vous demande pas de restituer la connaissance, mais qu'il faut qu'il soit capable de le problématiser en parenthèse. C'est pour ça que les Français sont si critiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent jamais les choses telles qu'elles sont. Ils sont toujours en train de poser des questions. Et quelle est l'implication si on confronte, si on est fait face à une différence méthodologique inévitable, parce qu'on parle des cultures qui sont différentes, des langues qui sont différentes, nous, d'ici, avec vous, nous devons mettre en place des outils et des moyens pouvant nous aider pour ceci. Et qu'est-ce qui peut nous aider? Deux choses peuvent nous aider. La première, c'est la possibilité que de très tôt, les étudiants à l'université aient l'accès à apprendre la langue. Et la deuxième, c'est de voir quel type d'ateliers nous sommes capables d'organiser pour que les futurs étudiants qui vont aller en France soient sensibilisés à la méthodologie. Et cela a un nom. Et cela, ce sera une des perspectives qu'on va essayer de faire avec vous. Et là, non. En français, ça s'appelle les filières francophones. Qu'est-ce que c'est qu'une filière francophone? Quand vous donnez la possibilité d'enseigner une matière avec le plan d'études de l'université, mais en expliquant aux élèves la méthodologie française qui vont nécessiter sur cette question en France. Ça, c'est valide en sciences humaines, en droit et sciences d'ingénieur et en mathématiques. Et ça, c'est clair. Permettez-moi de vous donner un exemple simple sur lequel on travaille avec l'USR de Bordeaux et l'UTP. Pour créer ceci, vous devez créer un moteur, c'est-à-dire dire aux étudiants, apprenez le français ou apprenez la méthodologie française, les étudiants vont vous dire, très bien, mais à quoi ça sert? La réflexion doit être à l'envers. Créons un programme de double diplôme. On va donner la possibilité aux étudiants d'aller en France en 2 ou 3 ans avoir un diplôme français. Mais si tu veux aller là, il faut que tu te prépares. Et comment se prépare-t-on? Une fois que ce double diplôme est signé, l'idée est, à l'université, de mettre en place pour ces étudiants avec un an et demi, presque 2 années à l'avance, une préparation linguistique. Et profiter des professeurs de cette université qui ont étudié en France, qui organisent des ateliers de méthodologie pour les futurs étudiants qui vont voyager, pour leur expliquer justement ces différences. Ce que je veux dire par là, c'est le suivant. Préparer la mobilité et mettre en place une politique d'internationalisation nécessite, à part la partie institutionnelle, une préparation préalable à l'université d'origine. Et cette préparation a 2 bases. 1, la dimension linguistique, et 2, la possibilité de leur expliquer les particularités de la méthodologie française. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le représentant diplomatique de la République française, différents membres des institutions françaises, membres représentants de la Commission, directeur centra-américain, directeur de carrière publique et collègues. Depuis l'Université nationale, on veut faire une contribution à l'étude tant de la langue que de la culture française. Et
Connex, et ceci a été notre proposition depuis environ 40 ans. Comment est-ce qu'on s'est approché de la francophonie? Par le biais d'un diplôme en langue étrangère, en langue française, comme langue étrangère, le baccalauréat, en langue française, baccalauréat dans l'enseignement du français, licence en linguistique appliquée, avec emphase en français, avec des programmes d'assistance de nos étudiants en France et avec différents programmes, projets et activités connexes. Ces projets et activités sont dirigés à une population qui n'a pas nécessairement étudié le français comme une langue étrangère pour l'enseignement, mais comme une exigence, condition linguistique. Membre associé de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est-ce qu'on a ces programmes? Et ils sont pour toute personne qui remplissent et respectent et observent le processus d'admission de l'Université nationale, qu'ils ont été admis comme étudiants dans une carrière, dans un domaine d'intérêt pour les étudiants qui ne sont pas de la spécialité ou qui ont été admis comme étudiants de l'université. Et dans le cadre de nos projets, pour des enseignants de la spécialité enseignement du français comme langue étrangère. Pourquoi est-ce qu'on offre ces différents niveaux? Pour fournir des espaces d'immersion et de formation tant dans la langue que dans la culture. Pour fournir des espaces occupationnels, notamment dans le cas costaricien, particulièrement dans les maisons éditoriales de travail, aux ambassades, les hôtels, le tourisme en général, organisations internationales, interprètes, entreprises commerciales, différents médias et particulièrement dans des institutions d'éducation. Qu'est-ce qu'on cherche en plus? Renforcer l'enseignement et l'apprentissage de la langue de la culture française. Quel est le profil de nos étudiants, de nos gradués? Nous avons des tâches de communication sociale. C'est important de signaler que nos étudiants, on leur demande où ils devraient avoir le profil profil linguistique dans le cadre commun européen d'un B1, B2. Il est un facilitateur de la communication interculturelle. Il enseigne la langue, la culture, traduit des documents, est organisateur et analyste des matériels didactiques. Il facilite l'extension universitaire tant au niveau national qu'international. Quelles sont les actions et les projets? À quelles actions et projets travaille l'Université nationale? Nous avons un programme macro, c'est le programme français et éducation, PROFEP. Il articule deux sous-programmes différents, on appelle REDES, réseau et prix copie. Le prix copie est responsable de faire des recherches de façon conjointe avec le ministère de l'Éducation publique. On travaille dans la présentation de plusieurs résultats, travaux, recherches au niveau national et international. On rédige des programmes, on travaille conjointement avec d'autres institutions. Et le programme REDES, c'est un programme de formation et dissémination pour des professeurs de français comme langue étrangère. Il est en vigueur depuis 2012. Le programme précédent a 30 ans d'existence, celui-ci 4 environ. C'est un projet d'extension qui contribue à l'amélioration de l'enseignement du français. Il y a une série d'ateliers, de journées pédagogiques, des activités académiques pour des professeurs de français en école secondaire. Le matériel qu'on travaille, c'est du matériel qu'on utilise directement dans les cours. Nous avons aussi le Congrès international de linguistique appliquée. Cet octobre, on va avoir le 5e congrès. Et dans ce congrès de linguistique appliquée, on travaille les 3 domaines principaux de l'école de littérature, espagnol, anglais, français. Dans ce cas particulier, pour français, on a abordé des sujets de réflexion et recherche des domaines de linguistique appliquée du français en tant que langue étrangère. Dans le domaine de l'enseignement du français comme langue étrangère, on montre toutes les contributions travaillées pendant ces années
dans la formation des futurs professionnels, des professionnels futurs. Et pour ce congrès, l'École de littérature de l'Université nationale donne des bourses à des étudiants pour qu'ils puissent participer du congrès en favorisant leur participation ainsi. Le congrès en tant que tel, c'est pour des professeurs, étudiants et professionnels de ces trois domaines différents. Un projet récent, c'est le projet qui est connu à l'accréditation de la carrière en français. À ce moment-là, nous sommes en train de travailler dans la première partie, c'est le projet d'auto-évaluation. Et là, on prépare on rédige des rapports différents, un compromis d'amélioration, on met à jour une base de données assez large que nous avons créé pendant ces presque 40 ans de formation. Nous sommes dans un atelier de dissémination d'informations et la visite des pairs aura lieu à la fin du mois d'octobre. Un autre programme, c'est Éco-francophone. Éco-francophone, c'est une revue radiophonique. Nous avons une version bilingue, français-espagnol. C'est l'édition numéro 44. Et 30 minutes. Elle passe par la radio nationale les samedis, de 11h à 11h30. Cette revue de radio a aussi une version monolingue en français. Et c'est la version 88e, c'est la 88e version française. Elle est disponible sur l'Internet, dans la page de l'Université nationale, et ce sont 2 segments de 15 minutes chacune. Elle inclut des exercices d'écoute. En ce qui concerne la mobilité des étudiants, c'est une de nos grandes faiblesses, une opportunité qu'on pourrait développer. Pour l'instant, nous avons l'assistance de nos étudiants en France, à l'Université de Lyon. Il y a une série de projets futurs qu'on n'a pas pu concrétiser jusqu'à présent, y compris la mobilité des étudiants avec l'Université Pau et l'homologation des diplômes de licence avec l'Université François Rabelais. Merci beaucoup. Buenas tardes, distinguidas autoridades diplomáticas y universitarias. Je vais parler en français. On m'a demandé de faire un témoignage de ce qui a été mes études en France quand j'ai fait mon doctorat. J'ai fait des études en mathématiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Je suis parti dans l'année 1988 et j'ai fait un DEA. À l'époque, ça existait le DEA. Et il s'agissait de faire des cours, donc il y avait beaucoup de cours, et faire 5 examens. Où on pouvait faire n'importe quelle quantité d'examens, mais il n'y en avait que 5, les 5 meilleurs qui comptaient. Donc j'ai fait des cours, et ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas, parce qu'il ne fallait pas faire une immatriculation des cours, sinon on arrivait au cours, et puis si on arrivait, c'était bien. Si on n'arrivait pas, c'était aussi bien. Mais à la fin, il n'y avait qu'un examen. Un seul examen après 32 heures de cours. Et en principe, il y avait l'examen écrit et l'examen oral. Ici, on n'a pas l'habitude de faire des examens oraux. Donc ça, c'était aussi un changement pour moi. Et donc quelques-uns, si on avait déjà l'écrit assez bien, disons, avec une bonne note de 12, 14, 16, on n'avait pas besoin de faire l'oral. Mais si on avait un 10 ou 11, on devait faire l'oral. Bon, ça c'était un changement, bien sûr. J'avais un prof qui était aveugle, donc qui ne faisait que parler. Et puis, ça, c'était aussi quelque chose de peu habituel pour moi, parce que donc il fallait absolument se baser sur les textes. Et puis, c'était un peu difficile la communication avec ce prof, mais c'était un très bon prof. Ensuite, après le DEA, j'ai fait le doctorat là à Toulouse aussi.
C'était un doctorat de recherche, donc il n'y avait pas de cours, c'était que de la recherche. Grosso modo, une année de bibliographie, ensuite une année de calcul et de proposition de ce qu'on veut faire, et une année de rédaction. Mais mon prof est tombé malade, donc les temps se sont élargis. En principe, on ne savait pas que ça allait durer, parce qu'en principe, c'était une maladie qui allait se guérir en peu de temps, mais finalement, il a continué finalement. Il a pris la retraite en étant malade. Et j'étais son dernier étudiant. Donc, ça n'a pas pris 3 ans, mais 4 ans. Donc, là, on a pris du retard. Dans le temps du doctorat, il y a beaucoup d'activités du type séminaire, congrès, etc. Au département de mathématiques appliquées, on avait 3 séminaires par semaine. Moi, je faisais l'analyse de données. Il y avait un séminaire de statistique, un séminaire de probabilité et un séminaire d'analyse numérique. Et quelque chose qui m'a... J'ai beaucoup aimé en France, c'est que, disons, les séminaires, c'est comme... c'est pas écrit, mais c'est obligatoire d'y être. Au Costa Rica, vous pouvez chasser les étudiants, les chercher, les inviter, mettre un café, etc. Et peut-être ils viendront. En France, c'est une religion. Vous êtes à 10 heures pile, le séminaire commence à l'heure programmée. Il n'y a aucun problème. Le séminaire, il y a peut-être 40, 60 personnes. Il n'y a aucun problème. Ici, ça, c'est un problème. Les activités académiques, disons, je pense qu'on n'a pas cette habitude je vais en parler plus tard, de la rigueur. Bon, finalement, j'ai soutenu et puis... Et ensuite, je suis rentré en France parce qu'à l'université, je suis rentré au Costa Rica. Au Costa Rica, à l'université, on a un programme de complément de bourse. Donc, on a une bourse étrangère. Dans ce cas, moi j'étais BGF, et un complément de bourse de l'université. Et on fait un contrat pour qu'on rentre au pays. Au moins 10 ans, 12 ans. Ça dépend des contrats. C'est ce que j'ai fait, moi. Quant à la qualité de vie en France, ce que parlait M. Braz, bon, ça s'est très très bien passé. Il y a une vie de quartier très bien. Toulouse est une ville étudiante très animée, ça se passe très bien. Moi, j'étais marié, j'ai eu une fille qui est née à Toulouse, et ça s'est aussi très bien passé, la vie du quartier et comment on dit, les services sociaux, etc. Tout ça s'est très bien passé. Et bien sûr, pour quelqu'un qui aime les fromages, les vins, la charcuterie, ça se passe encore mieux. Oui, tout à fait. Comme quelqu'un l'a dit déjà, France, c'est un pays cosmopolite. On a l'opportunité de connaître pas mal de gens de beaucoup de pays différents. On connaît des gens du Vietnam, de la Thaïlande, de toute l'Afrique noire, de tout le Maghreb, même d'Amérique latine, du Chine. J'avais un collègue chinois qui était au doctorat, qui était très sympathique, etc. Ça, c'est une opportunité aussi de connaître des cultures autres que la française. Avant d'aller au doctorat, moi, je n'ai pas fait ma scolarité dans un lycée français ou ce type de scolarité. Moi, j'ai fait mon primaire et mon secondaire au Guatemala. Et quand j'étais au Guatemala, en 5e année, ce qu'en France on appelle CM2, mon père a eu un poste à Genève, en Suisse. Donc on est parti en Suisse, je ne parlais pas le français, c'est là que j'ai appris le français. J'avais un accent genevois. Et en rentrant au Guatemala, après, bon, j'ai tout oublié. Mais ensuite, à l'université, je suis venu au Costa Rica, je suis costaricien de naissance.
Et dans la bibliographie qu'on fait dans les cours, il y a beaucoup de biblios françaises, et donc ça m'aidait beaucoup de savoir un peu le français. Et un des cours, j'avais un prof qui avait fait des études en France, à Toulouse aussi, et c'était un cours d'analyse de données, de statistiques mathématiques. Et ça m'a beaucoup aimé. L'année suivante, il y a eu un Français qui est venu, soutenu par l'ambassade de France, au symposium de mathématiques appliquées. Et il a fait des exposés sur l'analyse de données. Donc je me suis très intéressé au sujet. Et presque toute la biblio était en français. Parce que ce que faisaient les Américains ou les Anglais en statistiques du type analyse de données était très différent. Donc là, j'ai lu des auteurs comme Benzécry, Pagès, Didet, etc. Et en 1987, il y a eu une école... Bon, je me suis inscrit à l'Alliance française en 1986. J'ai été à l'Alliance française pendant 2 ans, et là, j'ai repris mon français, disons. Et en 1987, il y a eu une école à Nice sur l'analyse de données, justement, au Centre international de mathématiques pures et appliquées. Et je me suis inscrit, j'ai pris ma décision parce que, disons, quand on est au bachillerato, on est en train de décider si on va en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et là, j'ai décidé d'étudier en France. J'ai profité de cette visite à Nice. Je suis resté 3 semaines. Je suis allé à Montpellier, à Paris et à Toulouse pour parler avec les profs, afin de voir les sujets, etc. et avoir l'admission au DOA. Et bon, j'ai pris ma décision et j'ai fait les démarches auprès de l'ambassade pour avoir la bourse française. Ensuite, comme je disais, je suis revenu au Costa Rica. J'ai fait du travail académique, j'organise des symposiums, etc. Mais j'essaye de maintenir toujours une relation avec l'école française de mathématiques parce que, disons, beaucoup de mes collègues ont étudié aux États-Unis, mais aussi beaucoup en France, ou en Espagne ou en Allemagne. Mais l'école française, en tout cas en mathématiques, a une différence nette avec celle des Américains, des anglo-saxons. Et c'est le sens, tout d'abord le sens critique, comme disait M. Braz. Les Français ont un sens critique un peu pour tout et partout. Et ça, au début, on ne comprend pas très bien, mais à la fin, ça c'est très utile pour faire une thèse. Et en deuxième terme, le sens de la rigueur. En mathématiques, on peut faire les maths soit de façon rigoureuse, comme en France, soit de façon un peu floue, mais pratique, comme aux États-Unis. Et là, on décide. On décide à quelle école, dans quelle école on veut étudier. Et dans mon critère, il faut que beaucoup de nos étudiants et futurs enseignants de mathématiques au Costa Rica soient formés dans ce sens de la rigueur. Sinon, on a peut-être une vingtaine de doctorats en mathématiques au Costa Rica. Puis on maintient le symposium de Matapi dont j'ai parlé. C'est moi qui l'organise maintenant. Et maintenant aussi, on organise un symposium de didactique des mathématiques, tous les 2 ans aussi, avec l'appui de l'ambassade française, parce que l'école française de didactique des mathématiques est aussi la plus importante dans le monde en didactique des mathématiques. Et heureusement, on a cet appui. En février prochain, on aura la visite de 2 ou 3 chercheurs français. Voilà.